Ce tigre est sorti de la forêt et a silencieusement demandé de l'aide. Ce que l'homme a trouvé dans sa patte l'a ébranlé jusqu'aux larmes. Qu'est-ce qui pousse le roi des Landes, une bête qui ne connaît pas la peur, à venir au seuil de la porte d'un homme et à implorer silencieusement son aide? Cette question flottait dans l'air glacial, se mêlant à la vapeur du souffle de Jean-Pierre Bernard. Figé sur le perron de sa vieille maison de campagne, une bâtisse en pierre à moitié enfouie dans la terre comme si elle avait poussé là, il n'en croyait pas ses yeux. Là, à l'exacte lisière de la forêt, où les pins séculaires se mêlaient à un mur d'arbustes aux feuilles roussies par le gel, il était assis. Une créature sortie d'un autre âge, d'un autre continent. Un immense tigre, non pas un lynx ou un loup, mais bien un tigre, dont la fourrure flamboyante semblait une anomalie, une torche vivante dans la palette grise et brune de l'hiver auvergnat. Il n'était pas à l'affût, ne rampait pas, il était simplement assis sur la terre gelée, immobile comme une statue de granit, et son regard d'or en fusion était fixé droit sur lui. Le plus terrifiant n'était pas la bête elle-même. Jean-Pierre avait vécu dans cette forêt pendant 68 ans et en avait vu de toutes les couleurs. Le plus effrayant, c'était le silence. Un silence total, absolu, contre nature. Son fidèle chien, Mistral, un robuste bosseron qui pouvait aboyer avec fureur après un écureuil sautant d'une branche à l'autre, se contentait maintenant de gémir doucement, recroquevillé au fond de sa niche, n'osant même pas passer le museau dehors. La forêt était muette. Les oiseaux s'étaient tus. Le vent lui-même semblait s'être figé dans les branches nues des mélèzes. Le monde entier retenait son souffle, observant cette scène muette et surréaliste. Jean-Pierre abaissa lentement la main avec laquelle il s'agrippait au chambranle de la porte. Dans ses yeux bleus délavés par le temps, il n'y avait pas de peur. Seulement une surprise profonde, infinie. Il connaissait les habitudes de chaque créature de cette forêt. Le loup est prudent, le cerf est majestueux, le sanglier est imprévisible. Mais un tigre. Un tigre est le maître. Il est fier, secret, et ne se montrerait jamais à un homme de manière aussi ouverte, en aucun cas, à moins qu'il ne soit venu pour mourir ou pour tuer. Pourtant, dans le regard de la bête, il n'y avait aucune trace d'agressivité. Jean-Pierre, mieux que quiconque, savait lire ce langage silencieux. Il n'y voyait qu'une lourde fatigue de plomb et autre chose, quelque chose qui ressemblait à une supplique désespérée. Le vieil homme retourna lentement dans le vestibule, décrocha du mur sa vieille carabine à double canon, sa fidèle compagne sur les sentiers forestiers. Il ne la prit pas pour tirer, mais pour se rassurer, comme un vieil ami dont la présence calme les nerfs. La porte grinça. Jean-Pierre descendit du perron et s'engagea sur le petit chemin. Chacun de ses pas sur la fine couche de glace qui craquait sous ses bottes résonnait dans le silence vibrant d'un écho assourdissant. Il ne marchait pas vers la bête. Il marchait à la rencontre de son destin. Il s'arrêta à une vingtaine de mètres. S'approcher davantage aurait été de la folie pure. Le tigre ne bougea pas. Il se contenta de relever lentement la tête. Et c'est alors que Jean-Pierre vit. L'une des pattes avant de l'animal était tordue dans une position anormale et semblait 2 fois plus épaisse que l'autre. Du sang sombre et coagulé collait sa fourrure rousse. Le prédateur était blessé. Grièvement blessé. Mais ce ne fut même pas cela qui fit se serrer le cœur du vieux forestier. Lentement, avec un effort visible, le tigre déplaça le poids de son corps et souleva légèrement sa patte malade, comme pour la montrer à l'homme. Ce geste était si délibéré, si loin du comportement animal habituel, que Jean-Pierre en eut le souffle coupé. Il abaissa le canon de son fusil vers le sol. À cet instant, il comprit. La bête n'était pas venue pour attaquer. Elle était venue pour demander de l'aide. Surmontant ses instincts, sa peur et une hostilité ancestrale, elle avait fait ce dernier pas désespéré, faisant confiance au seul être vivant qu'elle pouvait trouver. Le vieil homme, lentement, en montrant ses mains vides pour prouver ses intentions pacifiques, fit encore quelques pas. Le tigre gronda, mais ce n'était pas un rugissement de menace. C'était un son sourd, un gémissement qui semblait venir des profondeurs de sa puissante poitrine. Le rugissement d'une douleur insupportable. Alors, Jean-Pierre s'approcha presque jusqu'à le toucher. Une odeur de sang, de fourrure mouillée et de maladie lui frappa les narines. Il s'agenouilla, examinant la blessure, et ce qu'il vit le fit suffoquer de rage. Ce n'était pas un piège de chasseur traditionnel. Les vieux pièges à mâchoire laissaient des blessures différentes. Une fine boucle d'acier, munie de dents acérées qui s'enfonçaient plus profondément à chaque mouvement, était profondément incrustée dans la chair de l'animal.
C'était un engin de braconnage moderne et cruel, et sur le mécanisme de serrage, fixé avec du ruban adhésif noir, une minuscule lumière rouge clignotait faiblement. Une balise, un traceur GPS. Tout s'assombrit dans l'esprit du vieux forestier. Il avait vu exactement le même objet 5 ans auparavant, dans les mains d'un gendarme, retiré de la jambe de son fils, Léo Dubois, retrouvé mort dans la forêt. Des larmes, que personne n'avait vues depuis des décennies, coulèrent sur ses joues ridées, le brûlant comme de l'acide. Jean-Pierre regardait ce mécanisme diabolique sur la patte de la bête, et dans son esprit, avec une clarté assourdissante, toutes les pièces du puzzle s'assemblèrent. La mort de Léo avait été classée comme un accident. On disait qu'il était tombé dans son propre piège et mort de froid. Mais Jean-Pierre n'y avait jamais cru. Son fils connaissait cette forêt comme sa poche, et il n'aurait jamais utilisé une telle horreur. C'étaient eux, ceux que Léo traquait, ceux qui tuaient la forêt pour de l'argent sale. Et maintenant, leur signature était là, sur la patte de cette malheureuse bête. Une rage, froide et tranchante comme un éclat de glace, chassa la pitié et la peur. Ce n'était plus l'histoire du sauvetage d'un animal. C'était devenu une affaire d'honneur, une affaire de vengeance pour son fils. Il leva les yeux vers le tigre. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux jaunes du prédateur, le vieil homme vit la même chose, un désir désespéré de vivre et une haine farouche envers ceux qui lui avaient infligé cette douleur. À cet instant, un pacte silencieux fut scellé entre eux. « Je vais t'aider, mon grand rayé, et toi. Tu vas m'aider. » Il retourna à la maison, jetant sa carabine de côté. Elle était inutile. Contre ceux qui utilisent de telles technologies, une vieille carabine de chasse est un jouet d'enfant. Il fouilla dans sa grange, dans une caisse à outils qu'il n'avait pas ouverte depuis la mort de Léo. Les voilà, de grosses pinces coupantes de mécanicien. Son fils les avait achetées pour réparer leur vieille Renault 4 litres. Les mains de Jean-Pierre tremblaient légèrement en les saisissant. Il attrapa aussi une trousse de premiers secours, de l'iode, des bandages, et la dernière ampoule d'un antibiotique puissant qu'il gardait pour lui en cas de pneumonie. À son retour, il vit que le tigre était couché, la tête posée sur ses pattes, respirant lourdement. Il n'était pas parti. Il attendait. Jean-Pierre s'approcha et s'agenouilla de nouveau. « Courage, mon ami, ça va faire mal, mais il faut tenir bon, » murmura-t-il, sans savoir si ces mots s'adressaient à la bête ou à lui-même. Il approcha les pinces du câble d'acier. Le tigre se tendit, les muscles de son dos roulèrent comme des rochers sous sa peau. Un grondement sourd et menaçant s'échappa de sa gorge. Un faux mouvement, un son trop brusque, et de puissantes mâchoires se refermeraient sur son cou. Au même moment, à 70 km à l'est, dans l'habitacle chauffé d'un 4x4 luxueux, un homme vêtu d'une coûteuse veste de camouflage claqua la langue avec mécontentement. Sur l'écran de la tablette fixée au tableau de bord, le point rouge qui marquait leur cible s'était immobilisé, puis avait tout simplement disparu. « Le signal est perdu », lança-t-il paresseusement, sans quitter la carte des yeux. À côté de lui, sur le siège passager, un homme massif à la mâchoire lourde somnolait. Il ouvrit aussitôt les yeux. « Comment ça, perdu ? La batterie est morte ? Impossible. Elle a 1 mois d'autonomie. Soit la balise a été détruite, soit elle a été retirée. » L'homme, qui se nommait Stéphane Mercier, mais que tout le monde surnommait le « commercial », zooma sur la carte. Le dernier signal provenait des abords d'un hameau abandonné près d'un petit village reculé en Auvergne. « Alors, notre beauté s'est trouvé un assistant », dit le commercial d'un air songeur. Dans ses yeux gris et froids, il n'y avait aucune inquiétude. Juste l'excitation du chasseur. « Marc, réveille le deuxième. Nous avons un léger changement d'itinéraire. On va aller rendre visite aux habitants du coin. Il faudra leur demander très poliment s'ils n'ont pas vu un gros chat blessé. » Un sourire désagréable effleura ses lèvres. Il aimait ce genre de complications. Elle rendait la chasse encore plus intéressante. Clic. Le métal céda avec un craquement assourdissant. Le tigre sursauta et rugit si fort que les troncs des arbres semblèrent trembler. Mais il n'attaqua pas. Il fut seulement secoué de convulsions par la douleur fulgurante qui lui transperça la patte lorsque la boucle desserrée s'enfonça encore plus profondément dans la plaie. Jean-Pierre, sans perdre une seconde, ouvrit l'étau d'acier et le jeta sur le côté avec dégoût. Maintenant, le plus difficile. La blessure était horrible. Des bords déchiquetés, une chair noircie.
L'infection avait commencé. Le vieil homme savait que sans antibiotiques, la bête ne survivrait pas, même libérée. Il cassa l'ampoule, aspira le médicament dans une seringue. « Allez, le chef, encore un petit effort », murmura-t-il en approchant l'aiguille de la puissante cuisse. À ce moment, le tigre tourna la tête et le regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus de douleur, seulement une fatigue infinie, dévorante. C'est comme s'il donnait sa permission. L'aiguille pénétra dans le muscle. La bête tressaillit à peine. Après avoir terminé, Jean-Pierre nettoya et pansa la plaie aussi soigneusement que possible avec de vieux chiffons propres. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il ne restait plus qu'à attendre. Il se releva, sentant son dos protester. Le tigre était immobile, les yeux fermés. Jean-Pierre recula lentement vers la maison. En se retournant sur le perron, il vit que la bête avait entrouvert les yeux et le regardait partir. Sans hostilité, sans gratitude, simplement un regard d'égal à égal. La nuit passa. Jean-Pierre ne dormit presque pas. Il resta assis près de la fenêtre, sa carabine sur les genoux, à l'écoute du moindre bruissement. Mais la forêt resta silencieuse. À l'aube, il sortit. Le tigre était au même endroit. Il n'était pas parti. Le vieil homme lui apporta un seau d'eau et un gros morceau de gibier, de la viande de cerf de ses réserves d'hiver. Il le posa à 10 pas de lui et rentra à la maison, observant depuis la fenêtre. Le tigre resta longtemps couché, puis se leva avec effort. Il boitait bas, mais parvint à se traîner jusqu'à la nourriture. Il avait faim, très faim. 3 jours s'écoulèrent ainsi. 3 jours d'une étrange cohabitation. Jean-Pierre soignait son patient involontaire, changeait ses pansements, lui parlait d'une voix calme et basse, lui racontant des histoires sur la forêt, sur son fils, sur tout ce qui s'était accumulé dans son âme au cours de ces longues années de solitude. Le tigre écoutait et ne partait pas. Il se remettait lentement. Jean-Pierre lui donna un nom, Amour. Durant ces quelques jours, pour la première fois en 5 ans, il sentit qu'il n'était plus seul, que sa vie avait de nouveau un sens. Mais l'anxiété ne le quittait pas. Il savait qu'il viendrait. Ceux qui avaient laissé leurs jouets dans la forêt. Il commença à se préparer. Le 4e jour, il alla inspecter les sentiers éloignés, et ses pires craintes se confirmèrent. Sur une route forestière détrempée, là où même les camions de bûcherons ne s'aventuraient pas, il vit des traces de pneus fraîches et nettes. Un quat, et pas un seul. Et à côté, dans la boue, traînait un paquet de cigarettes de luxe, une marque jamais vendue à l'épicerie du village. Les étrangers étaient proches. Ils ratissaient la forêt, et tôt ou tard, ils arriveraient à sa maison. Une bouffée de panique glacée lui parcourut l'échine. Il fallait faire quelque chose. Cacher Amour. Mais comment? Où? Le seul endroit possible était la vieille grange à moitié délabrée derrière la maison, où il gardait autrefois une vache. De retour, il s'approcha d'Amour. Le tigre pouvait déjà se tenir debout, bien qu'avec difficulté. « Viens, mon ami. Il faut te mettre à l'abri. Des chasseurs en veulent à ta peau, et à ma tête. » Il parlait comme si la bête pouvait le comprendre. Et peut-être qu'elle le comprenait. Jean-Pierre se dirigea vers la grange, et le tigre, après un instant d'hésitation, le suivit en boitillant. Il le fit entrer, lui prépara une litière de vieux foin, lui apporta de l'eau. « Reste tranquille, Amour. Quoi qu'il arrive, reste tranquille. » Il fit coulisser le lourd verrou en bois, laissant une petite fente pour l'air. Son cœur battait à tout rompre. Il se sentait comme le commandant d'une minuscule garnison se préparant pour un siège. Le soir, le ciel se couvrit de lourds nuages de plomb. Une pluie froide et morne commença à tomber, tambourinant sur le toit en tôle. Jean-Pierre était assis dans sa maison. Il n'avait pas allumé la lumière. Sur la table devant lui se trouvait sa carabine démontée et nettoyée, et une poignée de cartouches à gros plomb. Il ne se faisait aucune illusion. Face à des carabines modernes avec des lunettes de visée, c'était dérisoire. Mais il n'allait pas se rendre sans combattre. Il devait gagner du temps. Du temps pour qu'Amour se renforce. Du temps pour lui-même, il ne savait pas pourquoi. C'était simplement la chose à faire. L'horloge murale égrenait sourdement les minutes jusqu'à l'inévitable. Mistral, sentant l'anxiété de son maître, était couché à ses pieds,
la tête sur les pattes, gémissant doucement. Soudain, il releva brusquement la tête et gronda sourdement en direction de la fenêtre. Le poil de son échine se hérissa. Jean-Pierre se figea, tendant l'oreille. À travers le bruit de la pluie, il perçut un son à peine audible, mais étranger et menaçant. Un vrombissement de moteur. Il s'approchait, lentement mais sûrement, droit vers sa maison. La voiture s'arrêta à une centaine de mètres, à la lisière de la forêt. Le moteur se tut. Un silence s'installa, encore plus terrifiant que le son de la menace qui approchait. Et puis, dans ce silence, fendant l'obscurité, deux faisceaux lumineux de puissantes lampes de poche balayèrent la fenêtre. Ils étaient là. La porte trembla sous un coup violent et arrogant. Pas un coup frappé, mais bien un coup de pied. Mistral se déchaîna en aboiement furieux. « Ouvre, l'ancien. On a à te parler. » Retentit une voix inconnue depuis l'extérieur, légèrement moqueuse. Jean-Pierre resta silencieux. Il leva lentement son fusil. Un autre coup, plus fort que le précédent. Le bois craqua. « Pépé, ne teste pas notre patience. On sait que tu es là, et on sait que tu n'es pas seul. Ouvre gentiment. » Jean-Pierre comprit qu'il défoncerait la porte en quelques coups. Il ne fallait plus attendre. « Qu'est-ce que vous voulez à une heure pareille » cria-t-il, s'efforçant de garder une voix ferme. « On a une affaire pour toi, Pépé, une affaire rentable. Ouvre, n'aie pas peur, on ne mord pas. » La voix derrière la porte suintait une fausse convivialité. Jean-Pierre connaissait ce genre d'homme. Il sourit juste avant de frapper. Il s'approcha lentement de la porte et retira le verrou. Mieux valait les affronter face à face. La porte s'ouvrit brusquement. Deux hommes se tenaient sur le seuil. L'un, grand et massif comme un ours, Marc, le sanglier. Le second, légèrement en retrait, avec des yeux froids et un sourire désagréable, le commercial. Leurs vêtements étaient trempés par la pluie, mais ils avaient l'air de maîtres du monde venus réclamer leur dû. « Bonsoir », lança le commercial en entrant sans cérémonie dans la maison et en balayant la pièce du regard. « C'est confortable chez vous, un style rustique. On a perdu quelque chose, grand-père. Une chose très chère. Sur 4 pattes, avec des rayures. Tu n'aurais rien vu, par hasard ?» Son regard s'arrêta sur des bandages propres posés sur la table. Son sourire s'élargit. Les yeux de Jean-Pierre ne scièrent pas. Il regarda le commercial comme il aurait regardé un loup entrer dans sa cour, sans peur, avec une évaluation froide et lucide de la menace. « Ce sont mes bandages, » répondit-il d'une voix égale, en les rangeant lentement dans un tiroir. « Les jambes ne tiennent plus avec l'âge. Je tombe, parfois. » Il laissa intentionnellement la seringue en vue. Qu'il voit. Qu'il pense que le vieil homme s'injecte lui-même des analgésiques. Et des bêtes, je n'en ai pas vu par ici. Le tigre est un animal intelligent, il ne s'approche pas des habitations sans une raison impérieuse. Le commercial eut un petit rire et s'avança dans la pièce, passant sans cérémonie un doigt sur une étagère poussiéreuse. Les raisons impérieuses, grand-père, peuvent être de toutes sortes. La nôtre, par exemple, a été obligée de transporter un appareil électronique très coûteux qui, par une étrange coïncidence, a cessé de fonctionner juste ici. Il pointa le doigt vers la fenêtre, derrière laquelle la forêt s'étendait, noire. Nous sommes prêts à payer. Très bien payé pour l'information, et encore mieux pour la peau. Un prix qui te permettrait d'acheter une maison au bord de la mer et d'oublier cette humidité. Jean-Pierre resta silencieux. Il regardait cet homme tiré à 4 épingles dans son camouflage impeccable et ne voyait pas en lui un chasseur. Les chasseurs respectaient la forêt. C'était un marchand. Un bourreau en habit de luxe. Comme ceux qui avaient tué son fils. « Je n'ai pas besoin de la mer, » répondit doucement mais fermement le vieil homme. « Je suis bien ici. Et vous, vous feriez mieux de partir. Le coin est isolé, toutes sortes de choses peuvent arriver. » C'était une menace à peine voilée, et le commercial la comprit. Son visage perdit un instant son masque condescendant. « On dirait que grand-père n'est pas très coopératif, » siffla-t-il en se tournant vers son colosse. « Marc, peut-être que tu pourrais lui expliquer les règles de la politesse. » Marc, le sanglier, fit craquer les articulations de ses doigts, et un sourire déplaisant s'étala sur son visage. Il fit un pas vers Jean-Pierre. «
Écoute, père, on n'a pas le temps de jouer aux devinettes avec toi. Où est le tigre? Parle, et on s'en va. Si tu t'obstines, on te cassera. D'abord les doigts, ensuite les côtes. Tu es vieux, ça mettra du temps à guérir. Il s'approcha tout près, et Jean-Pierre sentit une odeur de sueur et de tabac bon marché émaner de lui. Le vieil homme ne recula pas d'un pouce. Il était plus petit et 3 fois plus léger que ce taureau, mais sa posture avait la fermeté inflexible d'un arbre centenaire. « J'ai dit que je n'ai rien vu, répéta-t-il, regardant le sanglier droit dans les yeux. Et enlève tes mains de moi. Cette audace fut apparemment la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le sanglier attrapa Jean-Pierre par le col de sa vieille veste de travail et le secoua violemment. « Qu'est-ce que tu cherches, vieil os? La mort ?» La tête de Jean-Pierre fut secouée, mais il ne gémit même pas. Il agrippa de ses doigts noueux et fort le poignet du colosse, essayant de desserrer son étreinte. Les forces étaient inégales. Le sanglier se contenta de rire et le poussa si fort que le vieil homme fut projeté contre le mur et se cogna l'épaule. Une douleur vive lui brûla la clavicule, mais il resta debout. Mistral, qui grognait près du poêle, se jeta en aboyant sur l'agresseur, mais le sanglier, sans même le regarder, l'envoya valser d'un coup de botte. Le chien gémit et roula dans un coin. À ce moment précis, alors que la violence semblait sur le point de franchir un cap, un bruit survint de l'extérieur, du côté de la grange, comme si quelque chose de lourd s'était retourné maladroitement et avait heurté la paroi en bois. Les 3 hommes se figèrent. Le bruit de la pluie sembla s'atténuer un instant. Le commercial tourna lentement la tête vers la porte arrière menant à la cour. Ses yeux se plissèrent comme ceux d'un prédateur. « C'était quoi, ça, grand-père » demanda-t-il d'un murmure mielleux. « Des rats, répondit Jean-Pierre sans ciller. Les rats sont gros par ici. De la taille d'un chat. Bien sûr, des rats, répéta le commercial, sans quitter la porte des yeux. Il fit un geste de tête à peine perceptible. Marc, va donc vérifier ces rats. Et prends une lampe de poche plus puissante. Le sanglier hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Le cœur de Jean-Pierre s'effondra. Amour, il était là-dedans, blessé, faible. Il ne pourrait pas se battre. Ils allaient simplement l'abattre dans la grange exiguë comme dans un piège. Il fallait agir, et tout de suite. Tandis que le sanglier s'escrimait avec le lourd verrou de la porte arrière, Jean-Pierre, rassemblant toutes ses forces, s'élança, non pas vers le colosse, mais dans la direction opposée, vers le poêle où, contre le mur, se trouvait sa carabine. Il n'eut le temps de faire que 2 pas. Le commercial bougeait avec une vitesse inattendue pour son apparence soignée. Il n'essaya pas d'attraper Jean-Pierre. Il se contenta de tendre la jambe, et le vieil homme, trébuchant, s'effondra sur le plancher en bois. Pendant un instant, tout devint noir à cause de la douleur à son épaule meurtrie. Le commercial s'approcha et, du bout de sa botte coûteuse, le retourna sur le dos. « Il ne faut pas être si nerveux, grand-père. L'agitation est mauvaise pour la santé. Surtout à votre âge. » Pendant ce temps, le sanglier ouvrit enfin la porte et pénétra dans l'obscurité de la cour, allumant sa puissante lampe. Un faisceau blanc et aveuglant balaya les planches mouillées de la grange. « Y a un cadenas, chef !» cria-t-il. « Alors, casse-le !» répondit calmement le commercial, sans quitter des yeux Jean-Pierre étendu sur le sol. « Et sois prudent, on dit que les rats sont gros par ici. » Un coup violent retentit contre la porte de la grange. Puis un autre. Le bois craqua en signe de protestation, et en réponse à ce son, un grondement sourd et guttural s'éleva de l'intérieur de la grange, un grondement qui n'était plus un avertissement, mais l'expression d'une fureur et d'une menace absolue. En entendant ce rugissement, le sanglier recula d'un bond. « Chef, il est là. » « C'est bien lui. » Le commercial sourit. « Eh bien voilà. » Et grand-père qui parlait de rats. « Ce n'est pas bien de mentir, père. » Il sortit de sous sa veste une carabine courte avec des accessoires tactiques. Le clic du cran de sûreté retiré résonna dans le silence de la maison comme une sentence de mort. « Marc, ne fais pas l'idiot. Le grand-père et moi allons nous mettre d'accord, et il nous ouvrira tout lui-même. » Il s'accroupit à côté de Jean-Pierre. « Alors, le vieux, la partie est terminée. Tu nous donnes la bête gentiment, et on te laissera peut-être la vie sauve. Si tu t'obstines,
tu mourras le premier. Et ton chaton, on le prendra de toute façon. Choisis. Jean-Pierre regarda dans ses yeux froids et vides et y vit sa propre mort. Mais le désespoir lui donna des forces. Il comprit qu'il ne le laisserait pas en vie de toute façon. Il était un témoin. Il ne lui restait donc qu'une seule option, en emporter au moins avec lui. D'accord, croassa-t-il. Tu as gagné. Aide-moi à me relever. La clé. La clé est dans le vestibule, dans une vieille botte. Le commercial hésita un instant, mais le désir de finir rapidement et sans bruit l'emporta. Voilà qui est mieux. Il tendit la main à Jean-Pierre et l'aida à se relever. S'appuyant sur lui, Jean-Pierre boitilla lentement vers le vestibule, s'éloignant de l'arme du commercial. Le sanglier était toujours près de la grange, tenant la porte en joue. « Chef, je peux pas juste la défoncer » cria-t-il avec impatience. « Attends mes ordres » aboya le commercial, sans quitter le vieil homme des yeux. Ils entrèrent dans le vestibule sombre. Jean-Pierre se pencha vers un coin où s'entassait un bric-à-brac. Il plongea la main dans une vieille botte en caoutchouc et sentit le métal froid. Mais ce n'était pas une clé. C'était un lourd couteau de chasse qu'il gardait toujours là, au cas où. Ses doigts se refermèrent sur le manche. L'instant d'après, il se retourna en criant et taillada la main du commercial qui tenait la carabine. Le commercial hurla de surprise et de douleur. L'arme tomba de sa main affaiblie et s'écrasa sur le sol avec un bruit sourd. Jean-Pierre, sans perdre de temps, se jeta non pas vers la sortie, mais de nouveau dans la pièce principale, vers sa propre carabine. Il savait qu'il n'avait que quelques secondes. Le sanglier, enragé en entendant le cri de son chef, courait déjà vers l'entrée. Jean-Pierre attrapa son fusil. Ses doigts, habitués à ce geste, armèrent les chiens automatiquement. Il se retourna juste au moment où le sanglier faisait irruption dans la maison. La distance n'était pas de plus de 5 mètres. Idéal pour du gros plomb. Le sanglier se figea un instant, voyant les 2 canons noirs pointés sur lui. Son visage se tordit de fureur et de surprise. « Toi, vieux salaud !» Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Jean-Pierre appuya sur les 2 détentes en même temps. Une double détonation assourdissante secoua la petite maison. Le recul projeta le vieil homme en arrière contre le poêle, tandis que le sanglier, encaissant toute la charge, fut projeté contre le mur. Il glissa lentement sur le sol, laissant une horrible traînée sanglante sur le mur en rondin. Un silence de mort s'installa dans la maison, seulement troublé par le crépitement des bûches dans le poêle et le bruit de la pluie. Une odeur âcre de poudre flottait dans l'air. Jean-Pierre, respirant lourdement, se releva. Il laissa tomber son fusil désormais inutile. Dans le vestibule, le commercial gémissait, blessé. Au sol, le sanglier ne bougeait plus. Tout semblait terminé. Mais à ce moment, un son retentit qui glaça le sang de Jean-Pierre. Le vrombissement d'un moteur, le même qu'il avait entendu plus tôt. Mais maintenant, il était tout proche, et un autre son s'y ajouta, un hurlement perçant. Mistral. Il avait complètement oublié son chien. Regardant par la fenêtre, il vit une scène à glacer le sang. Le 3e braconnier, probablement le chauffeur, ayant entendu les coups de feu, s'était approché de la maison avec son quad. Et maintenant, son chien, son fidèle Mistral, s'était jeté sur cet homme. Ce dernier, pour se défendre, asséna au chien un terrible coup de botte. Mistral gémit et s'affaissa, et l'homme sortit un pistolet et se dirigea vers la maison. Jean-Pierre comprit qu'il était pris au piège. Le commercial, blessé mais vivant, dans le vestibule. Le chauffeur armé à l'entrée, et son fusil vide. En désespoir de cause, il regarda vers la grange, et une dernière idée folle lui vint à l'esprit. Il se précipita vers la porte arrière, arracha le verrou et l'ouvrit à la volée. « Amour, à moi !»« Attaque !» cria-t-il dans l'obscurité, mettant dans ce cri toute sa douleur, sa rage et son dernier espoir. La porte de la grange, déjà endommagée par les coups du sanglier, vola en éclats avec un fracas assourdissant. De l'ouverture béante et noire, une énorme ombre rayée jaillit dans la cour inondée de pluie. Ce n'était plus la bête épuisée et faible qui était venue à sa porte quelques jours auparavant. La rage et l'adrénaline avaient empli son corps d'une force primitive. Un grondement guttural et sourd sembla faire vibrer l'air lui-même. Amour se figea un instant.
Ses yeux jaunes brillaient dans la nuit comme deux charbons ardents. Il vit Mistral, blessé, gisant immobile sur le sol, et l'homme qui marchait vers la maison, un pistolet à la main. Toute sa haine animale envers ceux qui lui avaient fait du mal avait trouvé sa cible. Le chauffeur, entendant le bruit de la porte qui se brisait, se retourna brusquement. Ce qu'il vit le figea sur place, paralysé par la terreur. Droit sur lui, ignorant sa claudication, fonçait un tigre furieux. L'homme eut le temps de lever son pistolet et de tirer. Une fois, deux fois. Les balles sifflèrent, frappant des pierres quelque part à proximité, mais dans la panique et l'obscurité, il était impossible de viser. La seconde suivante, le tigre le percuta comme un bélier. On entendit un cri bref et étranglé, et un craquement d'os. Une énorme patte aux griffes sortit frappa l'homme à la poitrine, le projetant à plusieurs mètres. Le pistolet vola sur le côté et disparut dans la boue. Amour ne s'acharna pas sur son ennemi vaincu. Il fit ce que tout prédateur ferait pour défendre son territoire et sa meute. Il se posta au-dessus du corps, se tourna vers la maison et poussa un rugissement de victoire assourdissant qui se répercuta en écho dans la forêt nocturne. Ce rugissement s'adressait au dernier ennemi, celui qui était encore à l'intérieur. Le commercial, qui serrait sa main ensanglantée, entendit les coups de feu, le cri de son chauffeur et le rugissement du tigre. Il comprit que la situation était hors de contrôle. Ces hommes étaient morts ou neutralisés, et une bête enragée l'attendait dehors. La panique, froide et visqueuse, s'empara de lui. Lui, toujours si calculateur et flegmatique, avait pour la première fois de sa vie vraiment peur. Il sortit en trombe du vestibule, non pas vers la cour, mais de nouveau dans la maison, cherchant une autre issue pour battre en retraite. Il vit Jean-Pierre, debout près de la porte arrière, et se précipita vers l'entrée principale. Le vieil homme était désarmé, mais lui barra le chemin. « Tu ne partiras pas, charogne » croassa Jean-Pierre. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient de détermination. « Tu paieras pour tout, pour Léo, pour la forêt. » Le commercial, sans réfléchir, le frappa au visage de sa main valide. Jean-Pierre chancela mais resta debout. Il s'agrippa à la veste de son ennemi, essayant de le retenir. Une lutte courte et furieuse s'engagea, la jeunesse et le désespoir contre la vieillesse et la juste colère. Le commercial était plus fort. Il repoussa le vieil homme et se précipita sur le perron. Il voyait déjà son 4x4, garé à une centaine de mètres à la lisière de la forêt. Le salut était si proche. Mais il n'avait pas compté sur une chose. Amour, entendant le bruit de la lutte dans la maison, l'avait déjà contourné et attendait. Lorsque le commercial sauta du perron, le tigre sortit de l'angle de la maison, lui coupant la retraite. Il se faisait face sous la pluie froide. L'homme et la bête, l'organisateur de la chasse et sa victime manquée. Dans les yeux du commercial, une terreur primitive dansait. Il commença à reculer lentement vers la maison, comprenant qu'il était tombé dans un piège mortel. Le tigre n'attaquait pas, il avançait simplement vers lui. Lentement, inexorablement, comme le destin lui-même. À chaque pas, il réduisait la distance, et à chaque pas, l'espoir s'éteignait dans les yeux du commercial. Il trébucha sur une marche et tomba sur le dos sur le perron mouillé. Le tigre s'approcha tout près et le surplomba. Sa tête énorme était à quelques centimètres du visage de l'homme. Un souffle chaud, sentant le sang, enveloppa le commercial. Il cria, un cri aigu, perçant, comme un enfant. Il se couvrit le visage de ses mains, attendant le coup fatal. Mais le coup ne vint pas. Amour se contenta de le regarder. Il n'y avait pas de fureur dans son regard. Seulement un mépris glacial. C'est comme s'il montrait à cette créature pitoyable et tremblante qui était le véritable maître ici. Assez, Amour. Laisse-le. La voix de Jean-Pierre résonna, basse mais autoritaire. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, s'appuyant sur le montant. Du sang coulait de sa lèvre fendue, mais il se tenait droit. Le tigre tourna lentement la tête. Il regarda Jean-Pierre, puis de nouveau le commercial. Poussant un grognement de mécontentement, il s'écarta. Il s'assit par terre à côté du perron, tel un énorme chien fidèle, ne quittant pas des yeux son ennemi vaincu, mais signifiant qu'il obéissait à la volonté de son sauveur. À cet instant, Jean-Pierre comprit que le choix qu'il allait faire déterminerait tout. Il pouvait laisser Amour accomplir sa vengeance, et personne ne l'aurait blâmé. Mais alors, il serait devenu comme eux,
un tueur. Il regarda le commercial qui gémissait de terreur et ne sentit pas de la haine, mais seulement une pitié dégoûtée. Debout, ordonna-t-il. Tu vas aller attacher ton copain près du quat, puis tu t'assoiras à côté et vous attendrez. Si tu bouges, je lâche la bête. Et cette fois, il n'écoutera pas. Le commercial, n'en croyant pas son salut, hocha la tête précipitamment. Il se leva et, n'osant pas tourner le dos au tigre, recula hors de la cour. Jean-Pierre ne le regarda pas partir. Il s'approcha de Mistral. Le chien était vivant. Sa respiration était faible, saccadée, mais il était vivant. Le vieil homme le souleva délicatement dans ses bras et le transporta à l'intérieur, vers la chaleur. Amour le suivit du regard et resta à son poste, gardien silencieux protégeant la paix de cette petite maison au milieu de la forêt immense. Jean-Pierre se dirigea vers sa vieille radio, son seul lien avec le monde extérieur. Il tourna longtemps le bouton de réglage, essayant de percer le crépitement des parasites. Enfin, la voix endormie de l'opérateur du centre de district lui répondit. Base, ici Auvergne. J'ai 3 individus. Attaque à main armée. Il y a des blessés. J'ai besoin d'aide de toute urgence. Et d'un vétérinaire, mon chien est blessé. Il ne dit pas un mot sur le tigre. Le monde n'était pas prêt pour une telle vérité. Ce secret devait rester entre lui, la forêt et son roi rayé qui, cette nuit-là, lui avait rendu sa dette. Les secours n'arrivèrent qu'au matin. 2 vieux 4x4 de la gendarmerie et une voiture de l'Office national des forêts se frayèrent difficilement un chemin sur la route défoncée. Ils découvrirent une scène surréaliste. Près de la maison se trouvait un quat, auquel étaient attachés 2 hommes. L'un inconscient, l'autre avec un bras cassé et des yeux fous de terreur. Dans la maison, un vieux forestier couvert de contusions était assis, à côté d'un chien pansé. Au sol, le corps du 3e agresseur. Et nulle part la moindre trace d'un énorme prédateur. Le commercial et son complice survivant racontèrent à qui voulait l'entendre une histoire insensée de tigre tueur apprivoisé, mais personne ne les crut. Les gendarmes conclurent à un délire provoqué par le choc. La version officielle devint simple et compréhensible, un vieux garde-chasse avait repoussé une bande de braconniers. Un héros. Une légende. Amour était parti avant l'aube. Lorsque les premiers rayons de soleil touchèrent la cime des pins, Jean-Pierre sortit sur le perron et ne vit que ses traces, s'éloignant de la maison pour retourner dans les profondeurs de la forêt. Il n'avait pas dit au revoir, il était simplement rentré chez lui. Une longue enquête commença. Dans les véhicules des braconniers, on trouva des armes, du matériel de vision nocturne et des preuves de leur implication dans toute une série de massacres d'animaux rares dans la région. La boucle d'acier avec la balise, que Jean-Pierre avait conservée, devint la pièce à conviction principale. L'expertise montra qu'un dispositif identique avait été trouvé 5 ans plus tôt sur le lieu de la mort de son fils, Léo Dubois. L'affaire fut requalifiée. Le commercial et sa bande répondirent non seulement de braconnage, mais aussi du meurtre d'un garde-chasse. La justice, que Jean-Pierre avait attendue si longtemps, triompha enfin. Mais elle ne lui apporta pas de joie. Seulement un calme lourd, vidé de toute émotion. L'histoire du vieil homme qui avait vaincu à lui seul toute une bande se répandit dans tout le pays. Des journalistes affluèrent, mais il resta laconique. Il racontait l'attaque, mais ne mentionna jamais son allié rayé. C'était leur secret. La vie dans le petit village reprit son cours. Mistral se remettait lentement mais sûrement. Jean-Pierre reboucha les trous dans les murs, répara la porte et reprit sa vie solitaire habituelle. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus un reclus maussade. Dans ses yeux, il n'y avait plus cette vieille angoisse. Il commença à aller en forêt non plus seulement par nécessité, mais juste pour se promener, pour écouter le silence. Il s'approchait souvent de cet endroit à la lisière de la forêt où il avait vu Amour pour la première fois. Et parfois, en scrutant les fourrés, il percevait un mouvement fugace. Une silhouette rayée familière apparaissait un instant entre les arbres et disparaissait aussitôt. Amour était quelque part, tout près. Il gardait son territoire, et une partie de ce territoire était maintenant cette petite maison où vivait l'homme qui lui avait un jour sauvé la vie. Ils ne se rencontrèrent plus jamais face à face. Ce n'était pas nécessaire. Ils savaient tous les deux qu'ils n'étaient pas seuls dans cette forêt immense. Leur pacte silencieux, scellé par le sang et la confiance, était toujours en vigueur. L'homme protégeait la forêt des hommes,
et le tigre protégeait l'homme de tout le reste du monde. Un an passa. Un nouvel automne arriva, tout aussi froid et pluvieux. Jean-Pierre était devenu une célébrité locale, un consultant pour l'Office national des forêts. Son expérience et sa connaissance de la forêt aidaient à attraper de nouveaux braconniers. Il avait trouvé un nouveau sens à sa vie. Un jour, en inspectant son secteur, il tomba sur des traces de tigres fraîches. Très grandes, celles d'un mâle. Et à côté, d'autres, plus petites. Et un peu plus loin, imprimées dans la terre humide, les empreintes de minuscules pattes. 2 tigreaux. Jean-Pierre regarda longuement ces traces, et sur son visage sévère et buriné, pour la première fois depuis de nombreuses années, un sourire apparut. Amour n'avait pas seulement survécu. Il avait fondé une famille. La vie continuait. Le vieux forestier fit demi-tour et retourna vers sa maison, l'âme en paix. Il savait que le maître de la forêt était en pleine forme, et donc, dans son propre monde, tout était à sa place. Mais il ne se doutait pas que sa tranquillité serait de courte durée. Car Stéphane Mercier, le commercial, qui purgeait sa peine de 20 ans dans une prison de haute sécurité, avait des amis influents. Et il préparait déjà un plan d'évasion. Un plan dans lequel la vengeance contre le vieux forestier occupait une place de choix. 2 ans plus tard. Le début du printemps en Auvergne est une saison trompeuse. Le soleil réchauffe déjà, chassant des collines les dernières plaques de neige sale. Mais la nuit, le gel saisit encore la terre d'une carapace de glace. Pour Jean-Pierre Bernard, c'était une période d'inquiétude. L'eau de la fonte transformait les routes forestières en bourbiers impraticables, isolant son hameau du monde plus sûrement que n'importe quelle tempête de neige. C'est à ce moment-là que la forêt était la plus vulnérable. C'est sur la dernière glace des rivières que les braconniers sortaient pêcher, et sur la terre ramollie, il était plus facile de traquer le gibier. Jean-Pierre, qui n'était plus un simple retraité mais un inspecteur bénévole pour l'ONF, se préparait pour une nouvelle tournée. Il vérifiait sa vieille mais fidèle Renault 4 litres, réparait une fuite dans sa barque. Mistral, complètement remis mais ayant gardé une légère claudication, tournait autour de ses jambes, sentant les préparatifs de son maître. Un soir, en écoutant le bulletin d'information régionale à la radio, il entendit une nouvelle qui le figea, sa tasse de tisane à la main. Le présentateur lisait d'une voix neutre la chronique des faits divers. Aujourd'hui, lors d'un transfert depuis une prison de haute sécurité, le détenu particulièrement dangereux Stéphane Mercier, connu dans le milieu sous le nom de commercial, a réussi une évasion audacieuse. Il avait été condamné il y a 2 ans pour organisation de groupes criminels, braconnage et meurtre d'un garde-chasse. Selon les premières informations, l'évasion était minutieusement planifiée. Le fourgon cellulaire a été bloqué par 2 véhicules. Au cours de la fusillade, 2 membres de l'escorte ont été tués. Les criminels ont réussi à s'enfuir. Des recherches sont en cours. Jean-Pierre reposa lentement sa tasse. Un froid qui n'avait rien à voir avec la météo printanière lui parcourut le dos. Il était de retour. Cette pensée résonna dans sa tête non pas comme une supposition, mais comme un fait inéluctable. Il savait où irait le commercial. Un homme qui a tout perdu, l'argent, la liberté, le pouvoir, ne sera obsédé que par une seule chose, la vengeance. Et sa première cible serait celui qui lui avait tout pris. Jean-Pierre n'attendit pas. Il se dirigea vers le coffre-fort où était désormais rangée une nouvelle carabine à canon rayé, fournie par l'ONF. Il vérifia les munitions. Il n'avait pas peur. Au cours des 2 dernières années, il s'était fait à l'idée que l'histoire n'était pas terminée. Mais maintenant, à sa froide détermination se mêlait de l'anxiété. Une anxiété non pas pour lui-même, mais pour Amour et sa famille. Le commercial n'était pas du genre à simplement tuer son ennemi. Il voudrait détruire tout ce qui lui était cher. Et quoi de plus cher pour un homme de la forêt que la forêt elle-même est son principal symbole? La nuit même, Jean-Pierre partit dans la forêt. Il ne prit pas sa voiture pour ne pas laisser de traces. Juste un sac à dos avec le nécessaire, sa carabine et son fidèle Mistral. Il devait trouver Amour avant le commercial. Le prévenir, le faire fuir, faire quelque chose. Il marchait sur des sentiers familiers, lisant la forêt comme un livre ouvert. Il cherchait les traces de la famille du tigre, mais ne trouvait que de vieilles empreintes effacées par les pluies. Amour semblait s'être dissous dans l'immensité de la forêt. Pendant ce temps, le commercial et 2 de ses complices étaient déjà dans la forêt. L'évasion avait en effet été brillamment planifiée.
Ils avaient des armes, du matériel et un téléphone satellite. Ils n'étaient pas allés en ville, où on les cherchait déjà. Ils s'étaient réfugiés dans la forêt, leur ancien fief. On va d'abord régler une vieille dette, dit le commercial à ses hommes lorsqu'ils établirent leur premier camp. Son visage avait changé. La prison l'avait dépouillé de son vernis d'homme d'affaires, ne laissant que le rictus prédateur d'une bête. Dans ses yeux gris flottait maintenant une folie pure, sans mélange. On va trouver ce vieil homme et son ami rayé, et je leur arracherai la peau à tous les deux, de mes propres mains. Il était obsédé. La vengeance était devenue son seul but, son unique raison d'exister. Et il savait très bien par où commencer ses recherches. Il se souvenait des coordonnées approximatives du dernier signal de sa balise. Il savait où chercher la maison du vieux forestier. Pendant 3 jours, Jean-Pierre ratissa la forêt. Il ne dormait presque pas, se nourrissait de rations sèches et était constamment à l'écoute, scrutant chaque buisson, chaque ombre. Mistral était également nerveux, s'arrêtant souvent pour grogner anxieusement en direction des fourrés. Le 4e jour, Jean-Pierre trouva enfin ce qu'il cherchait. Des traces fraîches, très grandes, et à côté, les traces d'une tigresse et de 2 jeunes déjà bien grands. Ils étaient passés par là quelques heures auparavant, en direction d'une ancienne frayère sur une rivière des Cévennes. Le cœur du vieil homme s'accéléra. Il suivit la piste. Il devait les rattraper. Mais lorsqu'il arriva à la rivière, une terrible découverte l'attendait. Dans une clairière au bord de l'eau, il vit les restes de leur repas, le squelette rongé d'un cerf. Et à côté, dans la boue, l'empreinte nette d'une botte de type militaire. Une empreinte étrangère. Il l'avait devancé. Le commercial était déjà là. Il suivait la même piste. La course avait commencé. Jean-Pierre comprit que son plan avait échoué. Il ne pourrait pas faire fuir les tigres. Toute tentative d'approcher une famille avec des jeunes serait perçue par Amour comme une menace. Il attaquerait, et alors, il le tuerait. Il ne restait qu'une seule solution, intercepter le commercial, lui imposer le combat sur son propre terrain, le détourner de la piste du tigre. C'était une mission suicide. Ils étaient 3, mieux armés. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Il masqua soigneusement les traces de la famille du tigre, et laissa les siennes bien en vue, les orientant vers une ancienne station de recherche forestière abandonnée, où il y avait de nombreuses cachettes et un seul accès facile. Il laissa des marques visibles, une branche cassée, un emballage de biscuits abandonné, une entaille à peine visible sur un arbre. Il se transforma en appât, espérant que l'œil expert du commercial mordrait à l'hameçon. Et il mordit. Le commercial, trouvant les traces d'un homme près du lieu de chasse du tigre, éclata de rire. Voilà notre Pépé qui se montre. Il a décidé de jouer les héros. Il se jette lui-même dans la gueule du loup. Il ordonna à ses hommes d'abandonner la piste de la bête et de suivre le vieil homme. Il nous mènera directement à sa tanière, ou à un piège. Mais nous serons prêts. Ils se mirent en route derrière Jean-Pierre. Un jeu mortel du chat et de la souris commença dans le décor de la forêt printanière. Jean-Pierre les mena en zigzagant, brouillant la piste, gagnant du temps. Il espérait qu'Amour emmènerait sa famille le plus loin possible, pendant que lui livrerait son dernier combat ici, parmi les ruines de l'ancienne station, où chaque pierre lui était familière. Il prit position dans le bâtiment à moitié détruit d'un entrepôt, d'où il pouvait couvrir le seul passage entre les rochers. Il prépara sa carabine, disposa ses munitions, serra Mistral dans ses bras. « Eh bien, mon ami, il semble que l'heure de payer les dettes soit arrivée. Toi, reste tranquille, quoi qu'il arrive. » Le chien pressa son museau humide contre sa main et gémit. Ils apparurent au coucher du soleil. 3 silhouettes sombres sur fond de ciel pourpre. Ils avançaient prudemment, à découvert, comme des professionnels. Le commercial les avait manifestement entraînés. Jean-Pierre retint son souffle. Son cœur battait de façon régulière et lourde. Il choisit sa première cible, celui qui marchait en tête avec un fusil d'assaut. La distance était presque à la limite pour un tir sûr. Il plaça la silhouette dans sa lunette de visée. Expiration. Pression douce sur la détente. Le fracas du coup de feu déchira le silence du soir et ricocha entre les rochers. La silhouette de tête sursauta et tomba. Les 2 autres se jetèrent immédiatement à l'abri derrière des rochers, ouvrant un feu de riposte désordonné. Les balles claquèrent contre le mur de briques de l'entrepôt, en arrachant des éclats.
Jean-Pierre roula loin de la fenêtre. Ça avait commencé. Il savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Il le contournerait, l'encerclerait. Il avait besoin d'un miracle. Et le miracle arriva. Mais pas d'où il l'attendait. Lorsque la fusillade s'apaisa un instant, un son s'éleva de la forêt, du côté des rochers, un son qui glaça le sang du commercial et de son dernier homme. Un rugissement bas, vibrant, plein d'une rage glaciale. Amour. Il n'était pas parti, il avait tout entendu, et il était venu. Le rugissement d'Amour n'était pas le même que lors de leur première rencontre. À l'époque, il y avait de la douleur et du désespoir. Maintenant, c'était la colère pure et sans mélange du maître de la forêt dont le territoire avait été envahi, dont la famille était menacée. Le son frappa les nerfs du commercial et de son dernier acolyte comme une décharge électrique. Le mercenaire restant, qui jusqu'alors tirait méthodiquement sur les fenêtres de l'entrepôt, se figea et regarda avec panique la forêt qui s'assombrissait. « Chef, c'est lui, le tigre ? Faut qu'on se barre. » Tout de suite. Sa voix se brisa en un couinement. C'était un mercenaire, pas un kamikaze. Il avait signé pour tuer un vieil homme, pas pour combattre un prédateur enragé dans sa forêt natale. Mais le commercial éclata d'un rire dément. Partir ? Maintenant ? Il est venu de lui-même. C'est le destin. Je vais les tuer tous les deux ce soir. Son obsession avait franchi la dernière limite, se transformant en pure folie. Il n'y voyait pas une menace, mais l'achèvement parfait de sa vengeance. Jean-Pierre profita de cette seconde d'hésitation. Il rampa vers une autre fenêtre, qui donnait sur le flanc. Il vit le mercenaire reculer de peur face à la forêt, tandis que le commercial, au contraire, se préparait au combat, vérifiant le chargeur de son fusil. Ils étaient séparés. C'était sa chance. Mais il n'eut pas le temps. D'un amas de rochers sur la droite, d'où il ne l'attendait absolument pas, jaillit un éclair rayé. Amour n'attaqua pas de front. Il les avait contournés par les rochers, silencieusement, comme un fantôme. Le mercenaire n'eut même pas le temps de crier. Le tigre le faucha d'un seul coup de sa puissante patte et referma aussitôt ses mâchoires sur son cou. Un craquement bref et humide retentit. Tout fut terminé en 3 secondes. Amour laissa le corps et, sans un bruit, se fondit à nouveau dans le crépuscule grandissant. Il ne parada pas, il avait simplement éliminé une des menaces. Il restait maintenant la dernière. Le commercial avait tout vu. Sur son visage se lisait un mélange de terreur et d'exaltation animale. C'est ça, chuchotait-il, ses yeux balayant frénétiquement les ombres à la recherche de la bête. Il était piégé. D'un côté, le vieil homme avec sa carabine, de l'autre, un tigre tueur invisible. N'importe quel homme normal aurait tenté de fuir. Mais le commercial n'était pas normal. Dans son cerveau enflammé, une seule pensée subsistait. Il devait tuer le vieil homme. C'était lui la racine de tout. Le tigre n'était qu'un instrument. Avec un cri plein de rage et de désespoir, le commercial se redressa d'un bond et se précipita vers l'entrepôt. Il ne tirait pas en courant, économisant ses munitions pour le combat rapproché. Il courait pour faire irruption à l'intérieur et régler ça en face à face. Jean-Pierre s'y attendait. Il se pencha par la fenêtre pour tirer son dernier coup. Mais son épaule, blessée lors de la première attaque, fut transpercée d'une douleur aiguë. Il ne put pas épauler rapidement la lourde carabine. Le commercial était déjà à 10 mètres, à 5. Et à ce moment, le temps sembla ralentir pour Jean-Pierre. Il voyait le visage déformé par la haine du commercial, voyait le canon du fusil d'assaut qu'il portait à l'épaule. Il comprenait qu'il n'aurait pas le temps. Il avait perdu. Et dans cette dernière seconde, de l'angle de l'entrepôt où le commercial venait de s'engouffrer, Amour réapparut. Il ne rugissait pas, il surgit simplement de l'obscurité, immense et inévitable. Le commercial, déjà prêt à appuyer sur la détente, le vit du coin de l'œil et se retourna brusquement. La fureur sur son visage fit place à une pure terreur animale. Il eut le temps de tirer une courte rafale. Les balles soulevèrent la terre près des pattes du tigre. L'une d'elles l'effleura probablement, car la bête rugit, mais cette fois de douleur et de fureur. Il ne recula pas. Il bondit. Toute la puissance d'un prédateur de 400 kilos s'abattit sur l'homme. Le fusil d'assaut vola sur le côté.
Le même craquement bref et terrible que Jean-Pierre avait entendu une minute plus tôt retentit. La bataille était terminée. Amour se tenait au-dessus du corps de son ennemi, respirant lourdement. Du sang coulait de son épaule transpercée sur l'homme vaincu. Il leva la tête et regarda la fenêtre de l'entrepôt, droit dans les yeux de Jean-Pierre. Dans son regard, il n'y avait ni gratitude, ni amitié. C'était le regard d'une bête sauvage et libre qui venait de défendre son territoire et sa vie. Il regarda le vieil homme comme pour demander, « C'est fini, maintenant ? Il n'y a plus d'ennemis ?» Jean-Pierre abaissa lentement sa carabine. « C'est fini, Amour. Tout est fini. Va-t'en, retourne auprès des tiens. » Il le dit presque dans un murmure, mais dans le silence du soir, chaque mot résonna distinctement. Le tigre resta immobile quelques secondes de plus, comme s'il prenait une décision. Puis il fit demi-tour et, en boitillant sur sa patte blessée, disparut silencieusement dans la forêt. Il était parti, cette fois pour de bon. Jean-Pierre, tremblant de la tension accumulée, glissa lentement le long du mur jusqu'au sol. Mistral rampa jusqu'à lui et pressa son museau contre sa joue, gémissant et lui léchant le visage. Tout était terminé. Il avait survécu. Il avait vengé son fils. Il avait protégé la forêt. Il resta assis ainsi longtemps, jusqu'à ce que les dernières lueurs du crépuscule s'éteignent dans le ciel. Puis il se leva, se dirigea vers la vieille radio qui avait miraculeusement survécu dans la station, et appela à l'aide. Il rapporta qu'il avait traqué le criminel en fuite Mercier et ses complices, que lors de la fusillade, tous les criminels avaient été tués. Que lui-même avait été blessé. Pas un mot sur le tigre. Lorsque l'hélicoptère des forces spéciales arriva le lendemain, ils trouvèrent la confirmation de ses dires. 3 corps, des douilles partout. Les terribles blessures sur les corps du commercial et de ses hommes furent attribuées à un ours ou un glouton qui les aurait dévorés après leur mort. Ce genre de choses arrivait dans la forêt. Jean-Pierre Bernard redevint un héros. On lui décerna une médaille pour acte de courage. Les journaux parlèrent de nouveau de lui. Mais pour lui, tout cela n'avait plus d'importance. Il retourna dans sa maison, soigna ses blessures, répara sa 4 litres et continua à vivre. Mais il avait changé. La dernière ombre de cette vieille douleur oppressante avait disparu de ses yeux. Il avait trouvé la paix. Il ne chercha plus à rencontrer Amour. Il savait que la bête était partie loin, dans les coins les plus reculés de la forêt, pour protéger sa famille du monde des hommes. Leur histoire était terminée. Leur pacte avait été accompli. Un jour, alors que l'automne était bien avancé, debout sur une haute falaise surplombant la rivière, il observait la rive opposée avec ses jumelles. Et là, tout en haut d'une colline lointaine, il les vit. Un tigre énorme, à côté de lui une tigresse gracieuse, et 2 jeunes tigres presque adultes jouant dans les rayons du soleil couchant. Ils étaient libres, ils étaient en sécurité. Jean-Pierre abaissa ses jumelles. Sur son visage buriné flottait un sourire calme et serein. Il avait fait ce qu'il devait faire. Et maintenant, le maître de la forêt et sa famille pouvaient vivre, ce qui signifiait que sa propre vie n'avait pas été vécue en vain.